Bonjour, bienvenue sur Mediapart. Moi, je rejette l'ensemble de ces mécanismes qui sont des mécanismes communistes. Le projet de la gauche et le projet de M. Zuckman, c'est de transformer la France en Venezuela sans le pétrole. Taxer les riches, c'est communiste. Voilà ce que dit Jordan Bardella, président du Rassemblement National. Le Rassemblement National se présente volontiers comme le parti des petites gens, des oubliés, des indépendants et des entrepreneurs qui se jugent trop taxés. Longtemps, il a dénoncé l'élite financière et les milliardaires. Cette petite musique est en train d'évoluer, comme le montre l'examen en cours du budget de l'État et de la sécurité sociale à l'Assemblée nationale et au Sénat, au point que le parti d'extrême droite défend de plus en plus le laisser-faire économique et se rapproche des propositions patronales. Le RN est-il devenu un parti néolibéral comme beaucoup d'autres ou redevenu, car on verra que dès le départ le programme du Front National était ultralibéral, sa défense des intérêts des classes populaires ne serait-elle donc qu'un vernis? On se pose la question fait à l'appui avec les journalistes de Mediapart. Nous sommes le 2 décembre 2025, c'est à l'air libre, l'émission en accès libre de Mediapart. À l'air libre, l'émission en accès libre de Mediapart est disponible sur notre chaîne YouTube et les différentes plateformes de podcast, possible seulement grâce à vos abonnements. Donc si vous le pouvez, abonnez-vous à Mediapart, abonnez-vous aux médias indépendants. Alors oui, Emmanuel Macron a été désigné par beaucoup comme le président des riches et depuis des années d'ailleurs sur Mediapart, on documente les cadeaux notamment fiscaux de l'actuel président de la République aux plus aisés et à ceux qui possèdent. Et oui, la première chose à dire sur le programme du Rassemblement National, la chose la plus centrale et fondamentale, c'est qu'il est xénophobe et raciste. Ce n'est pas un commentaire, c'est un fait, car il prévoit, et cela n'a jamais changé depuis la création du parti dans les années 70, la préférence nationale, c'est-à-dire concrètement réserver les emplois, les logements et les prestations sociales aux seuls Français, autrement dit en exclure les 6 millions d'étrangers qui vivent en France, et même exclure de certains emplois publics des personnes ayant une double nationalité, comme le RN l'avait reconnu lors des législatives de 2024. Tout cela aussi est documenté dans un dossier d'articles de Mediapart que vous pouvez lire, précision sans abonnement. Il est en accès libre, il s'appelle « Si le Rassemblement National accède au pouvoir », vous pouvez le consulter. Envoyez ces articles à qui vous voulez. Oui, donc tout cela est vrai, tout cela est important et pour autant, le projet économique et social du Rassemblement National n'est souvent pas assez ausculté. Au fil du temps, ce projet, d'ailleurs, il n'a cessé d'évoluer au gré des contextes et des parts de marché que le parti souhaitait conquérir, ce qui devrait déjà nous interroger. Dans les années 80, le Front National de Jean-Marie Le Pen était ultralibéral. Dans les années 2010, celui de sa fille, Marine Le Pen, priorisait la question du pouvoir d'achat, préconisait des nationalisations et la défense des services publics. Il promettait même la sortie de l'euro. Depuis, le parti cherche à se notabiliser et son actuel président, Jordan Bardella, ne cesse de faire des clins d'œil appuyés au patron. Alors que le Parlement tente péniblement de voter un budget, c'est l'occasion de se pencher sur les votes du Rassemblement National, qui est le premier groupe de l'Assemblée nationale aujourd'hui. Bref, sur qu'il fait vraiment ce parti, loin des grandes déclarations sur les plateaux télé avec vous deux, Mathias Thépaut et Alexandre Berthaud. Bonjour. Vous êtes journaliste à Mediapart. Mathias, tu suis de très près en ce moment les discussions justement sur le budget. Alors ces discussions, elles sont longues, techniques, fastidieuses, parce qu'évidemment il n'y a pas de majorité à l'Assemblée, puis ça dure longtemps. Ce mardi d'ailleurs, le budget de la sécurité sociale qui comprend notamment la possible suspension partielle de la réforme des retraites, revient à l'Assemblée nationale pour un dernier round. Mais bref, toi, toutes ces séances, tu les suis, et en particulier les votes du Rassemblement national. Alexandre, bonjour. Tu es journaliste au pôle politique de Mediapart. Tu nous as rejoints il y a quelques mois et tu couvres l'extrême droite, notamment, mais pas seulement ses liens avec les milieux patronaux. Et en avril 2024, dans La Lettre, média pour lequel tu travaillais alors, c'est toi qui avais révélé, avant même les articles de l'Humanité qui ont suivi, la création par le milliardaire d'extrême droite Pierre-Édouard Stérin du projet Périclès, créé par ce milliardaire catholique pour aider l'extrême droite à gagner des villes. Voilà. J'ai une première question pour tous les deux pour poser un peu les choses assez rapides. Mathias, j'ai parlé des évolutions du RN sur les questions économiques et sociales depuis des décennies. C'est vrai que c'est souvent ce qu'on entend dans les médias ou chez les politiques. Le RN serait, je cite, flou. Est-ce qu'économiquement le RN a une ligne ou est-ce que c'est un parti qui cache son jeu ? Alors, à mon sens, aujourd'hui, il n'a pas une ligne floue.
Je pense qu'il faut se référer au programme 2022 de Marine Le Pen, où elle dit clairement que dans le domaine économique, le rôle de l'État, c'est avant tout de créer un environnement favorable au développement des entreprises. Et avec plusieurs mesures qui prônent l'entrepreneuriat notamment des jeunes, et des baisses fiscales, globalement, pour les entreprises. Et par ailleurs, sur l'aspect social, la politique sociale du RN se résume principalement au soutien aux personnes blanches, plutôt retraitées, plutôt âgées. Donc pour moi, en fait, il n'y a pas de flou. Alors, le cadre est assez clair de ce point de vue-là. S'il y a flou, il est plus par rapport à ce qui s'est passé en 2017 sur le programme. C'est-à-dire qu'on était sur, par exemple, il y avait la retraite à 60 ans, il y avait le maintien des 35 heures, le maintien du statut des fonctionnaires. Tout ça, c'était un ensemble quand même de mesures qui, comme tu l'as très justement dit dans ton introduction, était très différente de la ligne du papa Le Pen dans les années 80, qui était plus réganienne. Et donc là, ça a instauré certainement un flou. Mais aujourd'hui, il n'y a plus cela. Aujourd'hui, c'est pour augmenter le pouvoir d'achat, ce sont des allègements de charges sociales, de cotisations sociales. Donc on affaiblit d'autant plus le modèle social. Et principalement, encore une fois, l'idée de favoriser l'entrepreneuriat, l'entreprise. Et ce sont des programmes depuis 2022 qui sont, à mon sens, quand on les regarde dans leur globalité, pro-business. Ça répond justement à une autre remarque qui est faite justement de la part de certains éditorialistes plus conservateurs ou de représentants de la droite, qu'elle soit macroniste ou LR, qui est de dire le programme du RN, c'est le programme de la gauche. On l'entend tout le temps, ça. Bah oui, alors à mon sens, c'est vraiment, encore une fois, depuis 2022, mais ça l'était déjà en 2027. Mais disons qu'il y avait un flou en 2017. En 2017, il y avait un flou en 2017. Aujourd'hui, c'est absolument pas le cas. Les grands marqueurs de gauche, que sont la hausse du SMIC, il n'y a pas ça dans le RN, dans le programme du RN, que sont le retour à la retraite à 60 ans, il n'y a plus ça dans le programme du RN, on verra. Sur la taxation des riches, on le verra plus tard aussi, c'est plus que, c'est pas un euphémisme de dire qu'ils sont contre la taxation des riches. Voilà, sur la politique écologique, par exemple, il n'y a pas de sujet. Ils sont carrément anti-écologiques. Donc voilà, sur tous les grands marqueurs de gauche et sur les services publics, on n'entend quasiment plus rien, encore une fois, comme je le disais notamment sur le statut des fonctionnaires. Donc à mon sens, on n'est pas du tout sur une politique qui peut avoir des accointances avec une pensée de gauche, quoi. Alexandre, le RN se pose volontiers en défenseur des petites gens, mais les sujets principaux pour ce parti, ça reste l'immigration, les questions de sécurité, cette idée d'une menace latente, quoi, autour de ces questions pour les Français que le parti d'ailleurs entretient, y compris avec sa caisse, sa chambre d'écho médiatique. Qu'en est-il des sujets économiques dont c'est vrai on parle moins, à part pour dire qu'il y a un flou, par exemple, dans les médias? Est-ce que c'est un parti qui travaille beaucoup sur ces sujets ou est-ce que c'est un parti qui reconstitue sa ligne économique au fil de l'eau? En tout cas, c'est un parti qui fait tout pour gagner en légitimité sur les sujets économiques, pour se professionnaliser. Je pense que le parti a compris que l'économie, c'était un des derniers verrous qui devait faire sauter pour tenter d'accéder au pouvoir. Et donc là, on le voit notamment là dans le cadre de la crise budgétaire que le parti voilà, donne des gages de sérieux, se présente comme un peu le parti de l'orthodoxie budgétaire, propose des économies massives et donc voilà, ça passe par des mesures qui en apparence paraissent très raisonnables et par une volonté de donner des gages donner des gages au milieu économique et notamment au patronat. Et ça, c'est un peu la mission que s'est confiée Jordan Bardella avec l'idée de lancer donc depuis les législatives de 2024 une vaste opération de séduction auprès des patrons assez bruyante, avec l'idée de le pari un peu qu'avait réussi à faire Nicolas Sarkozy en 2007, qui a une vraie inspiration pour Bardella, de faire la jonction entre les classes populaires et une bourgeoisie conservatrice. Maintenant, Mathias en a parlé, les contradictions récurrentes, les revirements du RN et puis les projections parfois fantaisistes qu'ils peuvent faire notamment dans leurs mesures d'économie sur la migration, donnent quand même l'impression que le parti n'a pas encore complètement trouvé sa ligne, ou en tout cas calé certaines mesures. On va rentrer dans le détail justement avec donc cette actualité qui n'en finit pas autour du budget, puisque le budget de l'État n'est pas encore voté, il a été même rejeté à l'Assemblée nationale, celui du budget de la Sécu, là, il revient à l'Assemblée nationale, donc c'est vraiment encore le moment des grandes manœuvres, et donc on va plonger un peu plus concrètement sur les votes du RN dans le cadre de ce budget ces dernières semaines, et le plus marquant sans doute, c'est son vote contre la taxe dite Zucman, du nom de l'économiste Gabriel Zucman. Elle était soutenue
par la gauche. Elle proposait de taxer à hauteur de 2% les 1800 foyers fiscaux détenant plus de 100 millions d'euros de patrimoine. 100 millions d'euros de patrimoine, autrement dit les ultra-riches. Pour donner une idée, le patrimoine net moyen en France, c'est 450 000 euros. Donc cette taxe, elle concernait des foyers qui possèdent au moins 222 fois plus que le patrimoine moyen des Français. Plus tôt cette année, cette taxe avait été adoptée par l'Assemblée nationale, justement parce que le RN s'était alors abstenu. Cette fois, il a clairement voté non, comme la droite LR, comme les macronistes. Jordan Bardella, le président du parti, s'en est expliqué sur France 2. Moi, je rejette l'ensemble de ces mécanismes qui sont des mécanismes communistes et qui visent à priver les Français, et notamment nos chefs d'entreprise, de leurs moyens de production. La taxe Zuckman, qui est portée par un économiste proche de la gauche et de l'extrême gauche, elle consiste à taxer des projections économiques. Vous êtes un chef d'entreprise, vous montez une start-up dans l'intelligence artificielle ou dans la tech, vous faites de la levée de fonds, vous allez donc devoir, même si votre entreprise n'est pas rentable, vous soumettre à un impôt qui est non seulement confiscatoire, mais qui va entraîner des fuites de cerveau et des fuites de talent dont notre pays a besoin. Le projet de la gauche et le projet de M. Zuckman, c'est de transformer la France en Venezuela sans le pétrole. Mathias, communiste, confiscatoire, avec cette dernière formule, le Venezuela sans le pétrole qu'Emmanuel Macron a lui-même utilisé dans le passé, je crois, pour fustiger le programme économique de Jean-Luc Mélenchon. Dans Le Monde, l'économiste Thomas Piketty, qui est spécialisé des inégalités, a dit le 6 novembre, en votant contre la taxe Zuckman, le RN s'est clairement affirmé comme le parti des milliardaires. Qu'est-ce que t'en penses ? C'est, d'un point de vue factuel, c'est assez vrai, puisqu'en fait, si vous voulez taxer les milliardaires, il faut absolument taxer ce qu'on appelle leur patrimoine professionnel. Parce qu'en fait, en gros, les milliardaires sont milliardaires parce que leurs entreprises valent énormément d'argent. Or, le RN se refuse catégoriquement à toucher au patrimoine professionnel, que ce soit des petits chefs de PME, de TI, mais là, c'est pas ça le sujet, parce que le sujet, comme tu l'as souligné, c'est plus de 100 millions d'euros. Donc, effectivement, des centaines de millionnaires, voire des milliardaires. Mais avec les mêmes arguments que les macronistes, est-ce que ces arguments, ils sont valables ? Alors, non, là, c'est un long débat sur la taxe Zuckman, mais en fait, si vous voulez taxer les milliardaires, de toute façon, la taxe Zuckman a ce grand avantage, c'est que c'est un pourcentage, certes faible, sur la valeur globale du patrimoine, ce qui empêche, par définition, l'optimisation fiscale, ce qui est le grand problème du système fiscal français, puisqu'il a du mal à taxer les milliardaires qui usent de nombreux mécanismes, notamment par les fameuses holdings. Gabriel Zuckman est venu sur ce plateau plusieurs fois et on avait déjà beaucoup parlé. Donc en fait, par définition, si vous prenez la psychologie du RN, qui est on sort, quoi qu'il arrive, le patrimoine professionnel de toute taxation, ils ne voudront jamais taxer les milliardaires. Donc de ce point de vue-là, ce que dit Thomas Piketty est assez juste. Donc ils ne voudront jamais taxer les milliardaires. Non, par définition. Ils peuvent taxer les yachts, les voitures de luxe s'ils veulent, mais en fait la fortune des milliardaires, elle n'est pas faite de ça. Ils ont même refusé dans le budget, je crois, de taxer les jets privés. Oui, parce que après il y a beaucoup de choses aussi qui sont, quand vous faites par exemple les yachts, ils ont été taxés, du coup ils sont tous partis à Malte, mais bon, objectivement c'est symbolique, mais c'est infinitésimal, que ce soit en termes de recettes fiscales ou même de ce qu'est la réalité de ces richesses. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas, notamment le RN, la Macronie, tu avais raison de le souligner aussi à droite, on n'arrive pas à comprendre ce qu'est la réalité de la richesse de ces milliardaires et pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à la taxer. Et donc le RN, pour le coup, s'inscrit complètement dans cette vision, là, c'est pas un mot valise, une vision néolibérale de l'économie qui se refuse à toucher au patrimoine des plus riches. Alors le RN dit, mais non, on a une alternative, c'est une version, on va dire, modifiée, réduite de l'impôt sur la fortune, qui a été supprimé par Emmanuel Macron, qui s'appellerait un impôt sur la fortune financière, qui serait, selon le parti, destiné à taxer la spéculation financière, mais pas les biens immobiliers familiaux. On y revient. Voici comment Marine Le Pen le justifie. C'était à l'Assemblée nationale il y a quelques semaines. Nous persistons dans la même philosophie et avec le même espoir que les Français qui le souhaitent puissent tous devenir et rester propriétaires dans leur propre pays sans craindre de voir ce patrimoine enraciné, être taxé au mieux et au pire, devoir s'en séparer. Voilà, donc elle nous parle de la défense de l'enracinement, ça c'est un thème bien propre au Rassemblement national et à l'extrême droite. Mais Mathias, est-ce que cet impôt sur la fortune financière, il permettrait de faire participer les grandes fortunes à l'effort collectif ? Alors, en fait, il faut savoir que donc on appelle ça l'IFF, l'impôt sur la fortune financière du RN. C'est une réponse en fait alternative à l'impôt sur la fortune immobilière de Macron, qui était en gros de prendre l'ISF de François Hollande, donc l'impôt de solidarité sur la fortune, d'en supprimer les revenus
mobilier du capital, donc les actions, les obligations, enfin tous les gens qui boursicotent comprendront cela, et de garder juste le patrimoine immobilier, mais supérieur à 1,3 million d'euros. Le RN dit, en gros, on va prendre juste la partie que Macron a supprimée, donc de l'ancien ISF de François Hollande, et on va supprimer la partie que Macron a gardée. Donc en gros, les fortunes immobilières. On ne sait pas en vertu de quoi, pour la justice fiscale et sociale en France, on supprimerait les multipropriétaires immobiliers. Et donc ça c'est la proposition de l'IFF. Moi, si tu me 2 minutes pour revenir sur cette proposition-là, qui est une proposition qui date de 2021. Toi, tu dis que c'est une incroyable imposture. Tu as fait un article de Mediapart qui est titré comme ça. Oui, de ce point de vue-là, parce qu'en fait, il y a un sujet assez incroyable sur cette proposition. Je trouve quand vous creusez, si vous voulez, donc c'est une proposition qui date de 2021, en gros, enfin du premier mandat de Macron, et qui reprend en fait des discours du Front National qui avaient été repris au début par Marine Le Pen quand elle créé le Rassemblement National, qui parle de il faut surtout pas taxer l'enracinement, comme tu le disais justement tout à l'heure, et d'un autre côté, il faut absolument taxer cette finance spéculative, cette finance nomade. C'était ces termes, nomade. C'était les termes. Et il parlait de nomadisme et de attalisme en référence à Jacques Attali, qui avait été certes qui avait chapeauté Emmanuel Macron en 2008 lors de la fameuse commission Attali, mais dans l'absolu, on sait qu'il y avait clairement dans cette idée-là des relents antisémites sur c'était l'ancien discours, c'est le discours version Père Le Pen, quoi, surtout de maintenir l'enracinement et de taxer toute cette finance nomade, spéculative, avec ces mots attalisme, nomadisme, etc. Sans nous expliquer comment on peut faire par ailleurs pour taxer cette finance spéculative. Exactement, non, mais à la base c'était vraiment ça. Et en fait, si vous voulez, maintenant il n'y a plus du tout de référence à Jacques Attali ou au côté nomade. Donc à des relents, voilà, c'était les relents en fait, c'était le métèque nomade associé aux financiers, voilà. C'est les relents de l'histoire de ce parti. De l'histoire de ce parti, et en fait c'est intéressant cette proposition parce qu'en fait c'est un peu pas une des dernières, mais elle a quand même sur l'antisémitisme en tant que tel, c'est une proposition qui est un peu marquée de ça. Alors par contre il faut le dire quand même, elle est arrivée après, donc en 2021, après que ce lexique ait été supprimé du langage du Rassemblement National, qui en gros, on trouve plus trop de traces de ce nomadisme, de cet attalisme après 2019. Après, tu le dis dans ton article quand même, il est faux de dire que les classes moyennes payaient jusqu'ici cet impôt sur la fortune immobilière. Ça veut dire qu'en fait, même ce qu'elle prétend défendre, en fait, n'est pas forcément défendu par... Non, bien sûr, par définition. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est au nom de quoi, en fait, on va exonérer des multipropriétaires de l'immobilier qui ont, par la définition, les poches pleines. Tout le monde sait que des gens qui ont dit bien immobilier, ce sont des gens qui sont très aisés, en vertu de quoi on ne ferait pas participer à l'impôt sur le patrimoine. Et le même Thomas Piketty a dit dans la tribune, il s'agit de faire des cadeaux fiscaux aux multimillionnaires immobiliers. Voilà comment il interprète cette mesure. Alexandre, c'est un fait, ces dernières semaines, le RN est apparu très divisé sur cette question de la taxation des riches. D'abord, quelle était l'ampleur de cette division et qu'est-ce que ça nous dit ? Déjà, pour commencer, on peut rappeler qu'il y a une continuité historique dans ce refus de taxer les plus fortunés. Jean-Marie Le Pen, dès sa campagne présidentielle de 2022, il propose de supprimer purement et simplement l'impôt sur le revenu. 2002, pardon. De supprimer l'ISF, déjà à l'époque. Donc on voit que voilà, on part pas de nulle part. Et là, aujourd'hui, sur la séquence budgétaire avec les débats sur la taxe Zuckman, on voit déjà un parti qui, à nouveau, montre un certain revirement, puisque tu l'as rappelé, en février dernier, ils avaient permis l'adoption de cette taxe en s'abstenant à l'Assemblée, quand elle était proposée par les écologistes. Et on voit que les députés RN ont du mal à faire la pédagogie de cette IFF. Alors toi, Mathias, tu l'expliques très bien, mais pour beaucoup d'entre eux, c'était pas tout à fait clair. Et on les a vus un peu se démener sur les plateaux télé, essayer de se justifier de quand même vouloir taxer les riches, en tout cas en apparence dans leur communication, à tel point que la direction du parti a été obligée de les recadrer en rappelant quelques éléments de langage au sein du groupe des députés. Donc il faut continuer à faire croire qu'on veut taxer les riches, mais sauf que quand on est mis face aux contradictions, c'est plus difficile à défendre. C'est la situation dans laquelle ils se retrouvent. Et ce qui est intéressant aussi sur cette séquence, c'est qu'ils ont été aussi mis en difficulté sur leur droite, sur la droite de l'extrême droite, c'est-à-dire notamment le parti Reconquête d'Éric Zemmour, qui en fait a trouvé dans cet épisode-là une occasion de rappeler que
que, selon lui, le parti RN serait un parti socialiste, voire communiste, qui, même s'il refuse de voter la taxe Zuckman, proposerait quand même de taxer via l'IFF les plus fortunés, et alors même qu'on voit bien que cette mesure n'impacterait pas les ménages les plus, en tout cas dotés d'un patrimoine immobilier important. Et donc, il y a eu une pression importante mise pendant plusieurs jours, notamment par la numéro 2 de Reconquête, Sarah Knafo, sur cette mesure, et il faut dire bien aidée par les médias du milliardaire Bolloré, qui ont donné beaucoup d'écho, en tout cas assez critiques. Oui, parce qu'il y a le RN et puis il y a l'écosystème de ces droites et d'extrême droite qui va finalement dessiner le paysage de cette présidentielle de 2027. C'est-à-dire que là, on a une recomposition, possiblement une union des droites. Il y a le RN et puis il y a autour Reconquête. Il y a aussi des gens un peu plus libertariens qui sont présents. Donc en fait, c'est là où se nichent les tensions actuellement. Ouais. On peut rappeler que depuis juin 2024, le RN est allié avec le parti d'Éric Ciotti, qui s'appelle l'UDR, qui est un parti ultra-libéral qui prend pour modèle Javier Milei et sa tronçonneuse en Argentine. Tronçonneuse dans les coupes sociales, dans les budgets de l'État. Dans les coupes dans le budget, avec l'idée que l'État doit se retirer pour permettre au marché de faire son effet. Marine Le Pen, elle n'est pas encore complètement sur cette ligne, mais on sent que ça infuse au RN. On parle, et elle-même d'ailleurs parle de dépenses toxiques dans le budget de l'État qu'il faudrait couper. Ils proposent, on y reviendra, mais dans leur contre-budget, des coupes inédites dans les agences d'État, notamment des agences environnementales, dans le budget des associations. Donc on est effectivement dans cet environnement-là, avec Reconquête qui tape très fort en permanence sur le RN, et ce qui pousse même le RN à faire des pas de côté parfois un peu surprenants, par exemple en donnant des gages au milieu des crypto-monnaies. On a vu le RN qui proposait en 2016 d'interdire les crypto-monnaies, qui aujourd'hui propose d'en fabriquer avec l'énergie produite par les centrales nucléaires. Donc ça, c'est une façon de toucher ce public très actif des entrepreneurs de la crypto, et très bruyant sur les réseaux sociaux. Et donc ça, c'est nouveau aussi pour le RN. Enquête à lire que tu as fait avec Youmni Kezouf sur Mediapart, précisément sur ce sujet des crypto-monnaies. Mathias, toujours dans cette idée de l'alignement du RN sur les intérêts des plus aisés, il y a plusieurs dispositifs qui questionnent, qui sont en fait des questions qui sont posées à chaque budget depuis très longtemps, que le RN défend. Alors d'abord, la flat tax macroniste qui bénéficie aux 15% les plus riches, et puis alors un dispositif, et peut-être surtout un dispositif qui s'appelle le pacte Dutreil. Explique-nous, parce que le RN le défend, explique-nous pourquoi c'est problématique. Alors, c'est intéressant, on en revient sur ce qu'on appelait tout à l'heure les biens professionnels ou le patrimoine professionnel. Le Dutreil, initialement... du nom d'un ancien ministre de Jacques Chirac. Dont la Tribune a révélé qu'il était conseiller, désormais notamment du Rassemblement national. En fait, à la base, le pacte Dutreil, donc c'est un dispositif fiscal destiné aux chefs plutôt de PME, de petites et moyennes entreprises, pour baisser leur impôt sur les transmissions de leur entreprise à leurs enfants. Il se trouve qu'aujourd'hui, en fait, c'est la Cour des comptes qui a révélé ça encore tout récemment. C'est un dispositif qui favorise énormément l'optimisation fiscale des milliardaires à laquelle je faisais référence tout à l'heure sur la taxe Zuckman. Donc en fait, c'est un peu le même débat, sauf que le Dutreil, c'est vraiment la substantifique moelle de ce qu'on peut appeler une politique de la rente, où en fait on va favoriser les héritages, puisque je pense que tout le monde qui s'est déjà posé la question, est-ce qu'il faut taxer les héritages ou pas, etc. Est-ce que tout le monde doit avoir la même chance au départ quand il commence dans la vie? Voilà, c'est une philosophie plus ou moins libérale, plus ou moins conservatrice. En l'occurrence, le Dutreil, c'est littéralement un avantage fiscal massif qui coûte maintenant près de 6 milliards d'euros, 5,5 milliards par an selon la Cour des comptes, et qui bénéficie principalement aux 110 plus grosses transmissions par an, donc par définition des centaines de millionnaires, voire des milliardaires. Et ça, le RN le défend mordicus. Le RN le défend mordicus. Ouais. C'est-à-dire que là, on est sur vraiment au motif que c'est un dispositif pour les petites et moyennes entreprises. Alors, on pourrait très très bien le modifier, on peut le réserver aux petites et moyennes entreprises, voilà, le réduire. Mais c'est pas vrai en l'état aujourd'hui. Alors, c'est pas du tout en l'état. On verra comment vont se finir les discussions budgétaires, mais à minima, en fait, il sera raboté un tout petit peu. Alors qu'aujourd'hui, on sait que c'est vraiment un mécanisme d'optimisation fiscale
très importants qui favorisent la rente. Mathias, pareil dans cette question finalement entre ce que le RN proclame qu'il fera et ce qu'il fait réellement. Le RN affirme qu'il veut empêcher la spéculation financière, défendre le petit patronat, toujours cette idée des gens qui produisent en France. Mais dans la réalité, c'est plus compliqué, comme le montre une série de retournements récents, peut-être peu médiatisés, mais que toi, tu as vu ces dernières semaines, ces derniers mois. Oui, alors ce qui est important de comprendre pour le RN, je pense que c'est une des idées principales, c'est qu'ils ont une ligne constante sur la défense du petit patron, comme tu le dis justement. Et en fait, eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont dire, en gros, on va défendre le patronat français même, en sous-entendant que ce sont que des petits patrons, et on va lutter contre la finance internationale. L'IFF, l'impôt sur la fortune financière dont on parlait tout à l'heure, c'est un peu ça l'idée. Et donc on va lutter contre tout ce qui est spéculation, etc. Et donc on a vu notamment 3 mécanismes qui ont été votés, qui sont assez importants. C'est une taxe sur les multinationales à l'initiative de la gauche, que le RN a voté, qui coûte potentiellement, enfin qui rapporterait, potentiellement 25 milliards d'euros par an à l'État, c'est monstrueux. Il y a eu la taxe sur les rachats d'actions, qui rapporterait potentiellement 8 milliards, qui est dans le programme du RN depuis très longtemps, et une taxe sur les superdividendes. J'en cite juste 3 pour pas faire trop long. Et, ce qui a d'ailleurs alimenté à sa droite ou dans la droite le fait de dire que le RN votait avec la gauche. Voilà. Exactement. Et en fait, si vous voulez, juste sur les superdividendes, je crois qu'ils sont abstenus, mais sur les autres, ils ont voté. Et en fait, si vous voulez, ce qui se passe, c'est que on en vient à la contradiction interne du RN. Parce qu'en fait, le capitalisme français, il faut bien comprendre que ce sont des multinationales. Il y a 50% de l'emploi privé qui est employé par des multinationales en France. C'est très important, ça. Donc, en fait, quand vous voulez toucher le patronat, en fait, vous allez ou le petit patronat, soi-disant, ou alors, en fait, ou alors, quand vous voulez favoriser le patronat, excusez-moi, pas toucher, favoriser le patronat ou le petit patronat, en fait, mécaniquement, vous allez commencer à favoriser les multinationales et les milliardaires, puisqu'en fait, ce sont eux qui ont aussi des entreprises qui emploient beaucoup de gens. Et en fait, ils vont se retrouver, or, ces patrons dans ces multinationales, ce sont eux qui vont faire des rachats d'actions, spéculer sur les marchés financiers, ils sont cotés en bourse, donc ils sont tous, que le RN dit, cette finance, etc., qu'il faut taxer. Du coup, ils arrivent sur une contradiction, où ils sont pour le patronat français, et dans ce cadre-là, ils ferment les yeux, pour être très concret, sur Bernard Arnault, Bolloré, etc., et dans ce cadre-là, ils vont être obligés de bouger. Et moi, je pense que c'est ce qui va se passer avec le temps. C'est-à-dire que de moins en moins, ils vont se trouver à voter ce type de dispositif que la gauche a proposé sur les multinationales ou les rachats d'actions qui concernent directement les milliardaires. Et donc ça, pour moi, à mon sens, ils sont dans une forme de contradiction assez énorme dans le discours. Et plus le temps passe, plus on va revenir sur d'autres exemples ensuite. Enfin, je pense, si ça te va, plus le temps passe, plus en fait, moins ils vont aller sur ces milliardaires, etc. Je pense que le meilleur exemple, c'est CMA-CGM, qui est hyper intéressant, puisque donc CMA-CGM, c'est un armateur français, propriété de Rodolphe Saadé, basé à Marseille, qui maintenant, Rodolphe Saadé est la 5e fortune française. Et c'est un armateur qui a emmagasiné plus de 40 milliards d'euros de profit entre le Covid et 2024, en payant quasiment aucun impôt grâce à une niche fiscale qui est dans son secteur, qui est la niche fiscale sur le fret maritime. L'année dernière, on disait, regardez, le déficit se creuse, il faut absolument qu'on aille demander à ceux qui ont le plus un effort pour la solidarité nationale. Et le RN était à fond... Avec notamment une grosse bataille du côté de la gauche, du côté de LFI, sur la taxation de CMA-CGM. Exactement. Mais le RN aussi, c'est-à-dire qu'ils étaient aussi vindicatifs que LFI, par exemple, que le NFP dans sa globalité, pour taxer CMA-CGM, pour demander une participation exceptionnelle. Ça a été fait, il y a eu 500 millions qui a été demandé à CMA-CGM. C'est que dalle, c'est rien du tout. Ouais. Mais c'était quand même symbolique. Et cette année ? Et cette année, on est beaucoup plus fébrile du côté du RN. On demande peut-être d'augmenter la taxe sur l'inflation, ce qui ne serait pas grand-chose, ou alors de faire une taxe sur les surbénéfices, etc. Mais on n'est plus du tout aussi vindicatif, même politiquement, que l'année dernière. Et là, on voit qu'il y a eu un recul, sachant que Rodolphe Saadé est maintenant bien connu en France, et on sait que notamment à Marseille, c'est quelqu'un qui a beaucoup de poids économique. Donc on voit très bien l'évolution du RN là-dessus. Je trouve que c'est un exemple assez parlant. Il y a un autre exemple que je trouve très très bon aussi, c'est la nationalisation des autoroutes, qui était dans le programme en 2017 de Marine Le Pen, qui était dans le programme de Marine Le Pen en 2022, qui, après la dissolution d'Emmanuel Macron, début juin 2024, a fait cette proposition, elle est ressortie, puisqu'on sentait dans les sondages que peut-être Jordan Bardella deviendrait Premier ministre. Cette proposition est ressortie, et on a vu tous les médias
Challenge, Les Échos, l'Opinion, des médias qui sont plutôt pro-business, crier au danger. Attention, si le RN arrive, regardez, ils vont nationaliser les autoroutes, ça va coûter 50 milliards. Résultat, dans le programme de Jordan Bardella qui est sorti à la fin du mois de juin 2024, il n'y avait plus cette mesure. Et il faut être honnête, on n'entend plus du tout parler. Ouais. Je rappelle qui est visé, c'est les Vinci, Eiffage, grand groupe du BTP français. Grand groupe du BTP français. Donc voilà, on a encore un exemple supplémentaire sur un recul sur une entreprise. Pour comprendre la logique, justement, pour élargir un peu la focale de ce que propose le RN en matière économique et budgétaire, on va se pencher sur son projet de contre-budget présenté par le parti. C'était le 23 octobre. Alors, c'est un document de quelques pages, vous pouvez le trouver sur Internet. Il insiste d'abord sur la situation budgétaire, je cite, dramatique de la France. Le RN y propose 57 milliards d'économies sur ce que le parti qualifie de, je cite, mauvaises dépenses. Alors, ces mauvaises dépenses, c'est quoi? On les voit s'afficher. Sans surprise, près de 12 milliards, c'est l'immigration. Le parti propose de réserver les prestations sociales aux étrangers qui travaillent en France depuis au moins 5 ans, de restreindre fortement l'aide médicale d'État qui permet à chacune et chacun, pour résumer, de se soigner. Et même, c'est écrit ça en tout petit dans les annexes du document, de renvoyer les étrangers qui ne travaillent pas depuis 1 an. Donc ce serait ça le programme du RN. Il propose des économies miraculeuses aussi, baisser la contribution française à l'Union européenne, près de 9 milliards, supprimer des agences de l'État, près de 8 milliards, baisser l'aide publique au développement, 2,3 milliards d'euros. Voilà comment il trouve de nouveaux milliards. Alors les recettes supplémentaires, les plus importantes, c'est celles dont on a parlé, des mesures soi-disant, selon le parti, destinées à taxer la spéculation financière, taxer pour plus de 8 milliards les rachats d'actions, les transactions financières pour 3 milliards et les super dividendes, avec en plus donc son fameux impôt sur la fortune financière présenté comme une mesure de justice fiscale. Bref, on a déjà fait l'impôt sur la fortune financière, on a vu que c'était très cosmétique et problématique, on a fait cette question des rachats d'actions, des dividendes, dont on voit que le RN finalement est en train de s'habituer à l'idée de plus trop les pousser. Alexandre, quand même, le cœur de ces propositions, c'est supprimer la contribution à l'Union européenne, c'est l'immigration avec des mesures particulièrement violentes, en réalité, et c'est des milliards et des milliards de coupes dans l'État social, dans les agences de l'État. Ces petits chiffres, avec ces montants dans ce document, derrière, ils ont beaucoup de conséquences. C'est ça. C'est assez inédit dans le programme du RN de proposer des coupes aussi franches dans le budget de l'État. On revient un peu à l'idée de tronçonneuse qu'on avait exprimée tout à l'heure. Pour prendre quelques exemples sur les associations, on a dû, au cours de cette conférence, demander la conférence qui a présenté ce contre-budget, on a dû demander quelques précisions. Et en fait, on comprend que les associations qui sont le plus visées sont celles qui proposent un hébergement d'urgence à des personnes sans abri ou exilées. Sur les coupes dans les associations, ça a des impacts importants. On pense aux associations environnementales, l'ADEME, l'Office français de la biodiversité. On peut aussi penser au CNC dans la culture. Le RN, là, dans le cadre de l'examen de ce budget, a proposé de tout simplement couper le financement du CNC qui finance le cinéma, l'exception culturelle et la particularité culturelle française. Avec un discours permanent du RN pour dire, notamment Sébastien Chenu, vice-président de l'Assemblée nationale, qui a dit, est-ce que une journaliste lui a demandé, est-ce que vous aimez la culture? Il dit, ça dépend laquelle. Donc on sent que là, il peut y avoir dans le cadre dans l'idée du RN une culture qu'il ne faut plus subventionner du tout. C'est ça. Et avec l'idée, et je crois que c'est ces mots, qu'un bon film est un film qui marche, c'est-à-dire qui est vu, qui rapporte de l'argent, ce qui n'était pas tout à fait le modèle français jusqu'ici. Donc voilà, on peut citer quelques exemples. Et sur les impôts de production, Mathias pourrait y revenir, les coupes pareil très franches dans tous les impôts de production français, et c'est pas sans conséquence sur le financement notamment des collectivités. Donc voilà, on a des chiffres qui sont annoncés assez francs, mais sans avoir l'explication en retour de leurs conséquences. Qu'est-ce qu'il faut comprendre, Mathias, si on doit résumer là ce contre-budget? C'est quoi? C'est que c'est ultra violent. Le RN nous parle tout le temps de l'austérité, il nous dit qu'Emmanuel Macron fait de l'austérité. En fait, là, c'est de l'austérité qui est en plus ciblée
sur des parties de la société qui sont celles que le RN veut cibler dans son programme. Exactement. Et puis par ailleurs, oui, non, il y a vraiment une idée de forte, il y a une idée de baisse de dépenses, baisse d'impôts, quoi, une vraie logique là-dessus. Quand on regarde, il y a des gros milliards là, on n'est pas sur. Ouais, c'est ça. Et cette logique-là, classique, c'est une logique clairement ordolibérale, qu'on pourrait dire. En gros, c'est une logique de serrer la vis sur les finances publiques pour donner des gages, notamment aux patrons ou globalement au marché financier par rapport à la dette. Je veux dire, Jordan Bardella a dit une expression assez intéressante l'autre jour. Il disait, moi, je suis raisonnable économiquement. En fait, ils sont dans cette optique-là. Voilà, c'est ce que développait très bien Alexandre. Ils vont y aller à la tronçonneuse sur les dépenses dans les services publics, qui a un retournement. Hein. Je rappelle quand même que durant les années 2010, moi, je donne souvent l'exemple des postes, où en fait, il y avait clairement une idée pour Marine Le Pen de réinvestir dans les postes, elle en parlait souvent, pour réinvestir dans les services publics, dans les territoires, etc. Là, si on arrive, par rapport aux coupes qu'a détaillé Alexandre, on est vraiment sur de la destruction pure de services publics. Donc là, on voit une mouvance très claire du RN vers la vision économique, Ciotti, Zemmour, Milley, voilà, toute la frange libertarienne de l'extrême droite. Mais ça, on l'invente pas, on regarde les chiffres. Exactement, c'est assez clair. De toute façon, vous regardez, 88 milliards, 52, enfin moi, on parle de gros milliards là. Je voudrais revenir aussi juste sur une des recettes, sur les rachats d'actions dont tu parlais. C'est important parce que c'est une de leurs plus grosses recettes. Et celle-ci, elle passe pas aujourd'hui la directive européenne. Vraiment, elle ne passe pas les traités européens. Il y a eu un débat, la direction de la législation fiscale, donc Bercy, a publié une note. Tout le monde s'accorde à dire que ça peut pas rapporter 8 milliards, puisqu'en fait, il y a je vais pas vous embêter avec ça, mais il y a notamment ce qu'on appelle la directive Murphy. Voilà. C'est contraire à une directive européenne qui est très importante dans la construction, dans la distribution des dividendes et dans les rachats d'actions. Donc, du coup, on est sur beaucoup de milliards sur cette recette-là. Donc, on taxe la spéculation financière de ce point de vue-là, mais en réalité, on n'a pas beaucoup de recettes par rapport à ça. Donc, l'argent, en fait, on va aller le chercher, par définition, s'ils arrivent au pouvoir, bien plus sur les baisses de dépenses. Et étant donné qu'il y a parallèle, comme le disait très justement aussi Alexandre, il y a une énorme baisse des impôts de production. En gros, ils ne veulent plus que les entreprises payent la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, la contribution foncière des entreprises. Donc tout ce qui est impôt local, ce qui fait aussi le dynamisme des services publics locaux, puisque par définition, les impôts, ils se retrouvent ensuite beaucoup dans les dépenses d'urbanisme, des collectivités, etc. Et donc là, en fait, c'est un chamboulement du programme du RN par rapport à ce qu'était le programme de 2017. Pour le coup, je trouve que de ce point de vue-là, c'est vraiment le plus important, peut-être. Est-ce que c'est un chamboulement? Est-ce que c'est un retour aux sources, à la réalité de ce parti? Si on reprend mon exemple de la Poste, Jean-Marie Le Pen, il voulait, lui, libéraliser les postes dans les années 80. Donc, si vous voulez, on n'est pas encore là, évidemment. Mais on peut penser que 2017, c'était une parenthèse. Ce que vous avez dit en introduction, il y avait un aspect électoral, on le voyait bien, enfin, c'était assez évident avec cette France qui se désindustrialise, être là dans ces endroits où il y a de moins en moins de services publics. Et là, aujourd'hui, on voit des coupes drastiques sur les agences de l'État, et qui dit agence de l'État dit agence territoriale, et des coupes drastiques dans les impôts locaux, et qui dit coupe dans les impôts locaux dit baisse du service public local. Donc on est vraiment, à mon sens, là sur on peut une milléisation, je sais pas reprendre votre milléisation, trumpisation, comme on veut, voilà, comme en vous tout voulez, cas, de ce sujet, de ce parti. Alors, on en vient aux mesures sociales, puisque un des autres aspects de ce budget, c'est la question des retraites. Alors, je propose qu'on parle pas tout de suite de la suspension potentielle de la réforme des retraites, d'abord parce que c'est complètement en cours, et que par ailleurs, c'est presque prendre le sujet par le petit bout de la lorgnette, parce que en réalité, voilà le cadre général. Le RN propose depuis toujours, et il le propose encore aujourd'hui, si j'ai bien compris, vous me détromperez si j'ai tort, la retraite à 60 ans et l'abrogation de la réforme Macron. Sauf que, en réalité, ça finit par ressembler à quelque chose de juste cosmétique, parce que c'est plus du tout ce que dit son président Jordan Bardella. En 2024, lors du grand débat des législatives sur LCI, il y avait eu comme un moment de vérité. On écoute ce qu'il disait à l'époque. Je souhaite dans un premier temps, si je deviens Premier ministre du pays, que ceux qui ont commencé à travailler avant 20 ans, ils puissent partir avec un temps de cotisation de 40 annuités et un âge de départ légal. C'est deux critères
français, lié au modèle français, de 60 ans. Au-delà, il y aura une progressivité qui va se mettre en œuvre et qui tournera autour d'un âge pivot de 62 ans et de 42 annuités. Par conséquent, j'ai noté l'exemple que vous avez mentionné, à 24 ans, vous partirez avec 42 années de cotisation, c'est-à-dire 66 ans. Pourquoi ? 66 ans, donc plus tard que dans la réforme actuelle d'Emmanuel Macron. Voilà, ce jour-là, Gilles Boulot n'en est pas revenu, 66 ans donc, loin de la retraite à 60 ans. C'est quand même intéressant d'abord parce que là c'était un moment de révélation et que par ailleurs, en fait, ça s'aligne sur ce que propose le reste des droites et des extrêmes droites en réalité. Alors, ce qui est intéressant sur ce sujet des retraites, il est, à mon sens, rappelons quand même que en 2017, dans le programme de Marine Le Pen, il y a la retraite à 60 ans. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est quand on avance un peu dans le temps et qu'on arrive en 2024, moment où Jordan Bardella peut potentiellement devenir Premier ministre en juillet. Ça change. 2024, ça change. Moi, je l'ai suivi, je pense aussi à Alexandre, on l'a suivi, on a vu face au MEDEF, face aux patrons. Il faut savoir, les patrons, eux, ils veulent déjà que les Français travaillent plus, mais ils veulent aussi qu'il y ait moins de dépenses publiques parce qu'ils pensent que quand les dépenses publiques augmentent, c'est leurs impôts à eux qui vont augmenter ensuite. Une vieille théorie qui marche jamais en économie, mais bon, c'est ce que pensent les patrons. Et du coup, Bardella, quand il arrive face à eux, voilà, et il commence à rétro-pédaler. Et là, c'est terminé, on n'est plus sur la retraite à 60 ans, etc. Pour finir là, avec donc le vote récent, où en fait, ils sont OK avec ils ont voté pour le décalage de la réforme des retraites qui a été votée récemment. Et t'as raison, c'est pas très utile de revenir dessus parce que c'est pas encore fait. Mais on n'est plus du tout au retour à la retraite à 60 ans. Alors là, il n'y a plus rien à voir. Et du coup, là, pour le coup, on a vu, juste pour revenir là-dessus, c'est que plus ils approchent du pouvoir, moins ils sont vindicatifs sur les réformes sociales, sur le pouvoir d'achat, sur tout ce qui pourrait déplaire au patronat. Ces derniers jours, il y a eu un autre événement à l'Assemblée, c'était la question de la nationalisation. La France Insoumise a réussi à faire voter la nationalisation du géant de l'acier ArcelorMittal, qui ne cesse de détruire des emplois en France. Comment s'est comporté le RN, qui depuis des années se vante d'être le parti qui défend les ouvriers, y compris sur la question de l'industrie, y compris sur la question de l'acier en l'occurrence. Exactement, majeur ce point, puisqu'on en revient à 2017, ça faisait partie des énormes sujets de réindustrialiser la France, du RN, en tout cas, de s'occuper des problèmes des gens qui étaient dans les zones désindustrialisées. Là, on a une nationalisation qui est votée à l'Assemblée, qui n'est pas encore votée définitivement, évidemment, parce que le Sénat est contre. Et donc le RN arrive, qu'est-ce que fait le RN ? Le RN déjà fait ce qu'on appelle de l'obstruction parlementaire, c'est-à-dire dépose des centaines d'amendements, je crois, entre 200 et 300 amendements, pour que la discussion dure. Et pour pas avoir à se prononcer. Pour pas avoir à se prononcer, in fine, on puisse pas voter avant minuit. C'est le système des niches fiscales parlementaires des partis d'opposition. Il y a ça. Par ailleurs, je trouve que c'est... Donc, évidemment, là, le RN joue contre la nationalisation. Il faut se rappeler que la nationalisation d'Arcelor, c'est un sujet qui date d'il y a 10, plus de 10 ans, 15 ans, enfin même plus, mais disons qu'il y a eu l'énorme débat sous François Hollande. Et à l'époque, il y avait quand même... moi, j'avais discuté à l'époque, je suivais le sujet... Quand j'étais dans un autre média, un média économique, quand on discutait avec les banquiers, etc., les gens ils disaient, en fait, c'est un vrai sujet la nationalisation. C'est pas une lubie de gauche, quoi. Donc c'est un sujet qui économiquement n'est pas absurde. Et aujourd'hui, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Le RN, ils disent, ce qu'il faut faire avec Arcelor, c'est leur donner une golden share à l'État. Alors la golden share à l'État, c'est quoi ? C'est une possibilité pour l'État, au conseil d'administration d'ArcelorMittal, de pouvoir intervenir sur des orientations stratégiques qui seraient mauvaises. Au sens de l'État. C'est très intéressant, ça. C'est pas la nationalisation. Exactement. Pourquoi je cite ça ? C'est très, très important. C'est parce que la nationalisation, oui, ça va coûter de l'argent. Ah oui, ça va coûter de l'argent. 4 milliards à court terme, peut-être plus tard. Ça, c'est sûr. Et le RN, maintenant, est dans une forme d'orthodoxie budgétaire. Ça n'a rien à voir avec ce qui s'était passé, par exemple, en 2017. Et aujourd'hui, l'orthodoxie budgétaire fait qu'il propose juste une golden share, donc une petite prise de participation de l'État, etc., donc qui coûtera rien en termes de finances publiques, et qui, soi-disant, pourrait permettre de donner des vétos, etc. Mais c'est ça, on sait très bien comment ça marche. Ce sont toujours des politiques de planification à minima, où on est quand même toujours face aux actionnaires, par définition, dans le débat et dans la négociation.
Alors, on va approcher de la fin de cette émission, Alexandre, avec les sujets que toi tu suis particulièrement depuis longtemps. On a parlé de ce RN en voie un peu plus vers l'orthodoxie, même carrément vers l'orthodoxie budgétaire par rapport à il y a quelques années. Tu travailles beaucoup sur les liens de l'extrême droite avec le patronat et de fait, il y a tout un écosystème qui se met en place autour du parti, comme nous le rappelait récemment dans cette émission Laurent Mauduit, cofondateur de Mediapart, auteur d'un livre qui s'appelle Collaboration, enquête sur l'extrême droite et les milieux d'affaires. On regarde et on en parle après. Il y a des patrons néofascistes, Bolloré, etc. Il y a des complices, j'ai parlé de Bernard Arnault, et surtout, moi, ce qui m'a frappé, c'est l'extrême porosité maintenant qui existe entre l'extrême droite et les milieux patronaux. Parce que c'est une des révélations du livre aussi, concernant Patrick Martin. Martin, raconte-nous ça, c'est important. A une rencontre en secret. Le président du MEDEF, avec Marine Le Pen, avant les législatives, alors qu'ensuite, au soir du premier tour, il va faire semblant d'avoir un débat avec la direction du MEDEF en disant est-ce qu'il faut aller au contact ou pas, donc, pourquoi je parle du terme de porosité? Je prends un exemple. Il y a un petit mouvement patronal qui s'appelle Éthique, dirigé par une dame qui s'appelle Sophie de Menton, qui a basculé à l'extrême droite. Son bras droit, c'était Loïc Le Floch-Prigent, qui est mort il y a quelques mois, qui était le conseiller politique de Zemmour, donc très marqué à l'extrême droite. Et cette dame est devenue l'une des conseillères de Marine Le Pen. Et elle fait le va-et-vient entre Marine Le Pen et les milieux patronaux. Et du coup, qui vient dans ces réunions? Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, n'éprouve aucune gêne de se faire inviter par cette dame et de parler devant son parterre. Même chose pour le patron d'EDF. Je pourrais donner d'autres exemples. On parle de Pierre-Édouard Stérin. Quand il fait des financements, il appelle les marchés financiers ou des investisseurs. Parmi ces investisseurs, qui trouve-t-on? Par exemple, Euraseo. Euraseo, c'est l'un des plus grands fonds d'investissement français, 50 milliards d'euros d'actifs à peu près, créé à l'origine par la Banque Lazare, donc la grande banque d'affaires française qui soutient Pierre-Édouard Stérin. La leçon de l'histoire, c'est que jamais l'extrême droite n'est arrivée au pouvoir sans le soutien des milieux d'affaires. On l'a vu en Italie en 1922, les milieux d'affaires sont venus bien avant, dès 1915, ils soutenaient Mussolini. On l'a vu évidemment en Allemagne, c'est la démonstration formidable de Johann Chapoutot, mais c'était aussi la démonstration d'Éric Vuillard dans l'ordre du jour en 2017. On l'a vu également au Chili, dans une période plus récente. Et donc, moi, ce que j'ai voulu vérifier, c'est est-ce que nous ne sommes pas dans ce moment de bascule très inquiétant où, par détestation de la gauche, c'est ça qui soude tous les rangs patronaux, ils ne sont pas en train de se dire il va falloir, pour la première fois depuis Vichy, s'accommoder de l'extrême droite et travailler avec elle. Voilà, il va falloir s'accommoder de l'extrême droite. C'est la leçon de Laurent au terme de son enquête. Il nous dit aussi l'extrême droite n'y arrive jamais seule. Est-ce que tu sens que, justement, dans l'approche des échéances électorales, de plus en plus de gens veulent l'aider ? Ce qui est intéressant, c'est que officiellement, les organisations patronales, elles se tiennent en façade plutôt à distance du RN, encore jusqu'à aujourd'hui, où elles invoquent le flou dont Mathias parlait pour dire que finalement le RN n'est pas un parti allié pour l'instant. Maintenant, vu les scores que fait le RN aux élections, elles ont compris qu'elles devaient en tout cas se rapprocher ou en tout cas prendre de l'information auprès de ces partis pour savoir ce qui les attend si le RN arrivait au pouvoir, ou voire même infléchir leur programme en amont. Sur le MEDEF, ce qui est intéressant, c'est que même si Patrick Martin, pour l'instant, effectivement, se tient plutôt à distance, on sait qu'au niveau local, les MEDEF locaux ont des contacts avec les députés RN, voire même portent leurs revendications auprès de ces cadres locaux du RN, donc ce qui permet au RN de dire qu'il a des contacts avec les milieux patronaux. Et par ailleurs, cette mue libérale qu'on documente là depuis tout à l'heure, elle s'explique aussi par un changement, en tout cas un début de changement dans l'entourage de l'état-major du RN, avec des visages qui sont apparus ces dernières années. On pense notamment au plus proche conseiller de Pierre-Édouard Stérin, François Durvy, qui était déjà présent auprès de Marine Le Pen dans la campagne de 2022, qui est aujourd'hui à peu près partout, à chaque événement, qui conseille Marine Le Pen, qui est le patron du fonds d'investissement de Pierre-Édouard Stérin, et qui donc pousse pour effectivement ces mesures pro-business dont on parle tout à l'heure.
Et ce soutien, notamment de Pierre-Édouard Stérin, il va jusqu'à fournir des profils aussi. On l'a vu pendant les législatives, où le RN et l'UDR d'Éric Ciotti ont dû se préparer très vite pour les législatives, et l'entourage de ce François Durvy, de Pierre-Édouard Stérin, a fourni plusieurs candidats députés aux législatives. Certains ont été élus. Donc voilà, on voit que l'environnement change autour de Marine Le Pen, autour de Jordan Bardella, et on comprend très bien l'agenda de ces conseillers qui visent à tirer le RN vers un programme beaucoup plus libéral. Et tu as parlé donc de ce milliardaire Pierre-Édouard Stérin qui finance donc tout un écosystème d'organisation ou d'événements, qui est par ailleurs assez très catholique et qui prône une vision d'extrême droite, voilà. Mais on peut parler aussi évidemment de Vincent Bolloré, patron de l'empire médiatique Canal+, CNews, Europe 1, mais aussi dans l'édition. Là, l'alignement avec le RN, notamment le RN de Jordan Bardella, est de plus en plus clair. Ouais. On voit bien que Vincent Bolloré, depuis au moins 2-3 ans, met son appareil médiatique au service de certains cadres d'extrême droite, le RN, mais pas seulement. Et sur Jordan Bardella, c'est assez flagrant. Donc c'est au sein d'une maison d'édition détenue par Vincent Bolloré que Bardella publie ses livres, qui lui donne, pareil, à chaque nouveau livre, une surface médiatique énorme avec une tournée des plateaux de télévision. L'écosystème Bolloré, c'est aussi le JDD, CNews, on l'a beaucoup documenté à Mediapart, et aujourd'hui, cet écosystème-là arrive à pousser des sujets qui servent directement le RN. Et pour être précis, je parlais de Pierre-Édouard Stérin tout à l'heure, ça serait faux de dire que Pierre-Édouard Stérin soutient le RN. En fait, Pierre-Édouard Stérin, dans l'idéal, il aimerait une union des droites ultralibérales, donc il a des contacts aussi avec Reconquête, avec certains cadres ciotistes ou LR. Mais donc, on comprend que ces milliardaires-là, ils suivent de près ce parti avec la volonté de les faire arriver au pouvoir. Tu parlais de sujets qui sont mis à l'agenda médiatique pour avantager pour promouvoir la vision politique des extrêmes droites. On peut prendre un exemple d'actualité avec justement l'extrême droite et notamment la partie ciotiste de l'extrême droite qui a obtenu la création d'une commission d'enquête sur l'audiovisuel public à l'Assemblée nationale. Les auditions des dirigeants de l'audiovisuel public vont avoir lieu en décembre. C'est une commission vraiment conçue, on a écrit un article là-dessus évidemment, comme une machine de guerre pour justifier finalement l'obsession de l'extrême droite de privatiser l'audiovisuel public. Sur France Inter, il y a quelques jours, dans l'émission Le Téléphone sonne, la présentatrice Fabienne Sintès recevait le député RN Philippe Ballard, un ancien journaliste du groupe TF1. Elle lui a posé des questions très précises et les réponses de ce député ont été très claires. Il confirme le projet de privatisation de l'audiovisuel public. Il donne des exemples très précis de quelles chaînes seraient privatisées et alors que quelques milliardaires détiennent une grande partie des médias, il affirme même, ça c'est à la fin, écoutez bien jusqu'au bout, qu'en fait la concentration des médias en France n'est pas assez poussée. On écoute. Dans un premier temps, on permet à des groupes privés de se renforcer en se mariant. Par exemple, l'autorité de la concurrence pourra plus s'abriter derrière tous ces attendus lorsque TF1 et M6, mais ça peut être d'autres, je cite les deux parce qu'ils ont failli se marier ensemble, ça aurait fait un groupe qui avait quand même peut-être une stature européenne comme Bertelsmann et qui pouvait commencer à rivaliser avec les plateformes, parce que le danger c'est ça, c'est quand donc même on permet ces gros mariages. Et dans un deuxième temps, il y aura une partie du service public qui sera privatisée. Donc par exemple, nous, disons les choses un peu clairement, nous, qu'est-ce qu'on devient, nous France Inter? Est-ce qu'on fait partie de ceux qui vont devoir se faire racheter ou pas? Il faudra garder une fréquence permettant de communiquer avec l'ensemble de la population. Alors, France Inter, France Culture, puisque vous avez un réseau quand même, vous avez un droit de préemption sur toutes les radios privées, donc France Info, il faudra de toute façon garder, en cas de crise majeure, on privatisera effectivement, oui, peut-être France Inter, peut-être France Culture, France Musique. En ce qui concerne France 2, oui, il pourra y avoir une privatisation... Qui rachète ce genre de choses? Et quand je dis qui, j'ai pas besoin de nom. Vous parlez de fragmentation, mais en fait, on est trop fragmenté et pas assez concentré surtout. Voilà, on n'est pas assez concentré. Je sais pas, qu'est-ce que ça vous inspire tous les deux? C'est intéressant. Philippe Ballard, c'est un ancien journaliste d'une chaîne privée pour le coup.
Écoutez, je trouve ça assez intéressant. Philippe Ballard, il est régulièrement sur le plateau de CNews. C'est un relais utile de sa communication et celle du RN. Donc, on a du mal à voir ce qu'il veut dire, parce que la France est un des pays qui souffre d'une concentration la plus importante en Europe, voire plus loin. Donc oui, je comprends assez mal jusqu'où il veut aller. Ouais. Est-ce que c'est assez génial. C'est-à-dire qu'en fait, on est sur un parti qui se dit contre la bureaucratie d'État, France Inter, et qui veut faire exactement la même chose, mais qu'avec un milliardaire du secteur privé. Par ailleurs, quand on voit le début de son intervention, c'est littéralement, il reprend le catéchisme de Vincent Bolloré quand il s'est fait auditionner au Sénat sur la concentration des médias. C'est le même argumentaire sur, attention, les concurrents, Disney, il faut qu'on crée des champions, etc. Et donc, en fait, il dit même d'ailleurs, Philippe Ballard, à un autre moment dans cette émission, en fait, vous inquiétez pas, on empêchera des acteurs étrangers d'acheter les entreprises de l'audiovisuel public qui auront été privatisées. On est un peu sur... Donc c'est pour Bolloré, en fait, c'est ça qu'il nous dit. Et puis on reboucle un peu sur ce que je vous disais tout à l'heure sur les impôts, sur les multinationales, etc. C'est qu'en fait, là, on voit ce qu'est la réalité. C'est-à-dire qu'en fait, ils prônent le capitalisme français, le capitalisme financiarisé, mondialisé, ce contre quoi ils disent, soi-disant, se battre. Ce qui est archi faux quand ce sont des Français. Donc ça peut être Bolloré, ça aurait pu être Bernard Arnault, pourquoi pas demain Martin Bouygues, ou que sais-je. C'est-à-dire que le fait est que c'est Bolloré le leader des milliardaires d'extrême droite. C'est incontestable. Donc, Eh ben, merci à tous les deux. J'ai juste une petite question d'actualité pour toi, Alexandre. Pour finir, actualité du jour. On a appris aujourd'hui que David Racheline, maire de la ville de Fréjus dans le Var, quitte la vice-présidence du Rassemblement national. Il a fait un communiqué pour le dire. Il est en effet dans le viseur de la justice. Les révélations, elles sont très anciennes. Cette enquête, elle est très ancienne. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a pris beaucoup de temps, non ? Il a pris beaucoup de temps et devenait de plus en plus encombrant pour le RN. C'est un proche de Marine Le Pen. C'est un proche de Marine Le Pen. C'est devenu un très proche de Jordan Bardella encore récemment. Et voilà, il comparaissait en septembre dernier pour une affaire de prise illégale d'intérêt. Il est par ailleurs visé par une enquête du PNF pour Parquet national financier de favoritisme. Donc il est maire de Fréjus dans le sud de la France. Et par ailleurs, à Mediapart, nous on a révélé il y a un mois qu'il s'affichait encore, malgré l'entreprise de dédiabolisation du RN, il s'affichait au restaurant avec un ancien leader du GUD, groupe néofasciste violent, et un militant qui arborait des tatouages néo-nazis. Et donc voilà, nous ça faisait un mois qu'on posait la question régulièrement à des cadres du RN pour savoir s'il pouvait rester vice-président du RN, et finalement il a lui-même annoncé qu'il démissionnait. Voilà, les faits derrière, peut-être les effets d'annonce et les effets de manche, c'est ce qu'on a essayé de faire en tout cas dans cette émission. Merci donc à tous les deux, on retrouve vos enquêtes sur Mediapart, ce dossier en accès libre, sur ce que le RN ferait s'il arrive au pouvoir. Vous pouvez le lire, vous pouvez le partager, c'est en accès libre, pas besoin d'être abonné. Vous pouvez l'envoyer à votre famille, tiens, pour Noël par exemple. Rappel, ce mardi 9 décembre, à l'air libre sera enregistré à 20h à Auxerre dans l'Yonne. C'est évidemment gratuit, inscrivez-vous, toutes les infos sont sur mediapart.fr. À très vite, bonne soirée.